Les attentes. En matière d'inflation, elles sont en forte hausse ici dans les attentes des consommateurs. Donc, nous devons déchiffrer dans quelle mesure la psychologie de l'inflation influence vraiment les prix futurs. Parce que si vous demandez à la Réserve fédérale, c'est de cela qu'il s'agit. C'est là que l'inflation, en d'autres termes, le prix à la consommation augmente. C'est le principal moteur. C'est de là que ça vient, c'est que les gens pensent que les prix demain vont être plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Alors, ils sortent et achètent tout ce qu'ils peuvent, et ils accumulent tout. Et cela fait augmenter la demande, et ça renforce encore. Ce phénomène, c'est un cercle vicieux, n'est-ce pas? C'est comme la spirale des salaires et des prix. C'est juste parce que les attentes en matière d'inflation augmentent. Cela devient une prophétie autoréalisatrice. Maintenant, c'est complètement absurde, totalement absurde. Parce que pensez aux choses que vous achetez quotidiennement. Ça va probablement être l'énergie, vous savez, mettre de l'essence dans votre voiture. Ça va probablement être la nourriture. Ça va probablement être votre assurance santé, payer pour la scolarité de vos enfants, peut-être acheter des vêtements pour vos enfants. Peut-être qu'ils retournent à l'école ou qu'ils ont besoin de nouvelles chaussures de tennis ou quelque chose comme ça. Parmi toutes ces choses que vous achetez quotidiennement, combien d'entre elles ne les achèteriez-vous pas parce que vous pensiez ou les achèteriez-vous en ce moment, même si vous n'en aviez pas besoin, parce que vous pensiez que les prix allaient être plus élevés, ou c'est exactement la même chose avec la déflation, n'est-ce pas? Combien d'entre elles ne les achèteriez-vous pas aujourd'hui parce que vous pensiez que les prix allaient être plus bas dans 6 mois? Vous ne feriez pas ça, ça n'entre jamais dans votre processus de prise de décision. Si vous devez mettre de l'essence dans votre voiture, les attentes en matière d'inflation n'entrent pas en jeu là-dedans. Vous n'allez pas mettre plus d'essence dans votre voiture aujourd'hui parce que vous pensez que les prix de l'essence vont être plus élevés dans 6 mois. Non, vous allez juste le remplir de toute façon, n'est-ce pas? Vous allez ne pas payer votre loyer. Allez-vous faire plus de paiement de loyer parce que vous pensez que les prix vont être plus élevés dans 6 mois? Allez-vous acheter plus de nourriture? Allez, non, absolument pas. Maintenant, la seule chose que les gens prennent en considération en ce qui concerne l'inflation ou la déflation quand ils achètent aujourd'hui, ce sont les actifs, à mon avis, dans le monde réel. C'est la seule chose. Donc, si vous pensez que les prix de l'immobilier vont être plus bas dans un an, alors vous pourriez ne pas acheter aujourd'hui. Ou si vous pensez que les prix de l'immobilier vont être plus élevés dans un an, alors vous allez probablement acheter aujourd'hui, mais en excluant les actifs. Tout le reste, peu importe. Vous pensez que nous allons avoir de l'inflation ou que la déflation n'entre vraiment pas dans votre processus de prise de décision au quotidien, mais, 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 mais la Réserve fédérale et les 900 docteurs en philosophie là-bas pensent que c'est le principal moteur de l'inflation. Donc, ça revient à ce que nous disons tout le temps sur cette chaîne. Ce n'est pas vraiment une question de ce que vous pensez, c'est une question de ce que le marché pense. Et dans ce cas, c'est une question de ce que la Fed pense maintenant. Est-ce que ça va rendre l'inflation réelle? Quoi que pense la Fed? Non. Mais cela va entrer dans leur processus de prise de décision en ce qui concerne les taux d'intérêt et le taux des fonds fédéraux, le taux au jour le jour, et ce qu'ils vont faire en 2025. Et c'est pourquoi nous devons y prêter beaucoup d'attention. Et c'est encore une fois pourquoi nous devons nous demander, peu importe ce que nous pensons, que pense la Fed, même si nous savons qu'ils sont complètement fous et que leurs modèles sont des absurdités totales. Alors allons voir cet article de Bloomberg. Et c'est d'après l'enquête du Michigan, l'enquête des consommateurs du Michigan, et nous voyons que les attentes d'inflation des consommateurs américains, les attentes d'inflation des consommateurs ont bondi, mais elles n'ont pas seulement bondi, elles ont atteint les niveaux les plus élevés depuis 2008. Je pense que vous pouvez voir où je veux en venir. Ce n'est pas pour dire que 2025 va se dérouler exactement comme 2008. Ce que je dis, c'est que c'est possible. C'est possible parce que beaucoup de gens qui n'étudient pas l'histoire diraient « Oh mon Dieu, le taux de chômage qui baisse. Oh mon Dieu, la partie longue de la courbe qui monte. Oh mon Dieu, l'IPC est collant. Oh mon Dieu, les attentes d'inflation s'envolent. » Si, parce que nous avons ces 4 points de données ou 5, peu importe ce que c'est. Par conséquent, la probabilité que nous ayons un cycle comme en 2008 est très très faible, sinon complètement écartée. Et c'est là que j'interviens et que je dis wow, minute, pas si vite mon ami, parce que nous avons déjà vu ces choses auparavant. Et nous avons vu comment cela s'est déroulé. Et cela ne s'est pas déroulé avec l'inflation. Cela ne s'est pas déroulé avec la Fed qui a mis en pause les taux d'intérêt. Ils ne se sont pas déroulés avec la courbe plus longue qui continue de monter et une réaccélération des prix à la consommation. Donc, ce n'est pas une prédiction. C'est juste pour souligner que c'est toujours une possibilité
Et juste parce que nous avons ces, disons, points de données contradictoires, cela ne retire pas complètement la récession de l'équation. Mais nous devons quand même rester objectifs en revenant à ce que nous avons dit au début. Et moi, George Gammon, je dois m'asseoir et dire, hé, quand est-ce que je vais avoir tort? Quand devrais-je changer mon scénario de base? Il faut être dépendant des données, comme le dit la Fed. D'accord, passons à cela. Les perspectives d'inflation à long terme ont augmenté à 3,3. Dans l'enquête du Michigan, l'indice préliminaire de sentiment des consommateurs de janvier a diminué. Donc nous avons le sentiment des consommateurs qui diminue. C'est inférieur aux attentes, ce qui est étrange quand on a un chiffre de 256 000 emplois. Non. Deux autres points de données qui ne s'alignent pas vraiment. Si vous regardez le sentiment des consommateurs, on dirait que cela penche davantage vers l'enquête auprès des ménages que vers l'enquête auprès des établissements. Mais revenons à cela. Ce 3,3, la hausse d'un mois à l'autre, était de 0,3 par rapport à 3% le mois dernier. Et encore une fois, c'est le niveau le plus élevé depuis 2008. Et ici, ils font une sorte de comparaison côte à côte de là où nous en étions en 2008. Et c'est étrangement similaire. Maintenant, ce que je veux faire, c'est aborder deux tendances à long terme. Et je veux vous montrer exactement à quoi je fais référence. Parce que tant de gens sur CNBC, tant de soi-disant les experts, supposent simplement que parce que l'inflation est collante ou parce que nous avons les attentes d'inflation augmentent, cela élimine complètement la récession. Cela l'élimine de la table. Mais regardons 2007, le dernier grand cycle, ici. Et juste au moment où ils ont commencé à baisser les taux, j'en parle sur la chaîne, cette chose ne veut jamais se comporter. Je ne sais pas pourquoi. Elle veut toujours rester là-haut en ce qui concerne l'offre monétaire. J'essaie d'obtenir la ligne rouge. Ah, voilà. Malheureusement, nous sommes en août, mais le concept reste le même. J'essayais de faire septembre 2007, mais cette chose est un peu capricieuse. Donc, nous allons rester avec août 2007. L'IPC était à 2,76. Maintenant, avançons jusqu'en juillet 2008. Et l'IPC était plus bas. La plupart des gens s'attendraient à ce que ce soit... Non, c'était beaucoup plus élevé, 5,6. 5,6. Et c'est pourquoi, je veux dire, nous avons eu cette énorme augmentation de, disons, 2,63 jusqu'à 5,6 dans un laps de temps de 8-9 mois. C'est pourquoi, si vous revenez à 2008, surtout au début, les attentes d'inflation étaient très élevées, tout comme ce que nous avons vu aujourd'hui. Mais ensuite, regardez ce qui s'est passé. Nous passons de 5,6 et vous savez tous comment ce film se termine, directement jusqu'à -2. Et si vous lisez les Wall Street Journals de l'époque, à 5,6, au milieu de 2008, ils disaient que la Fed était complètement à côté de la plaque. Ils ont trop coupé, ils ont coupé dans une économie en pleine effervescence. Et maintenant, ça va surchauffer et nous devons nous inquiéter de l'inflation. En fait, à l'approche de la fin de 2008, la Fed doit augmenter les taux. Oubliez la pause. Il devra commencer un cycle de hausse des taux. C'était le récit en juillet de 2008. Et au fait, devinez ce que le rendement des bons du Trésor à 10 ans a fait depuis mars. Donc, nous allons y aller. Nous avons ça de près. C'est parfait. Et ensuite, nous allons regarder 2008 et nous allons revenir à mars 3,34. C'est quoi un rendement des bons du Trésor à 10 ans? Avançons rapidement jusqu'à juillet 4,27. Donc, ça augmente de 90 points de base. Je pense que si vous prenez le point le plus bas et le point le plus haut, c'était juste autour de 100 points de base. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté pendant ce cycle, tandis que les attentes d'inflation montaient en flèche, tandis que l'IPC passait, disons, de 3 à 5,6, alors que le récit dominant est que la Fed coupe trop et que l'économie va surchauffer. C'est juste au milieu de la période où nous étions en récession. En fait, juste au moment où nous étions en plein milieu de la crise financière mondiale, il disait ces choses. Et vous, les gars, comme je l'ai dit, vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? L'inflation a chuté à un niveau négatif, 2%. Et dans un mois ou deux après cela, sortir dans le Wall Street Journal et dire que la Fed doit augmenter les taux. La Fed a fait passer les taux d'environ 2% à 0. Et ils ont commencé le QE parce que nous avons eu la plus grande catastrophe financière depuis les années 1930, ce qui, au fait, a été prédit à la perfection par le marché obligataire. Revenons à cet article de Bloomberg. Près d'un tiers des consommateurs ont mentionné spontanément les tarifs. C'est pourquoi ils pensent cela. Les prix vont augmenter. Je veux dire, ça doit être ça et le fait qu'ils ont un stress post-traumatique à cause des prix qui ont énormément augmenté depuis 2020. Et c'est compréhensible.
Je veux dire, vous savez combien les prix ont augmenté. Chaque fois que je retourne aux États-Unis, j'ai un choc des prix. C'est comme tu me fais payer combien pour un sandwich aux dindes? Tu me fais payer combien pour une brosse à dents? C'est de la folie. Donc, je comprends. Tout à fait. Donc, je pense que le biais de récence là-dedans est ce qui pousse la plupart des gens à penser que l'inflation va être beaucoup plus élevée l'année prochaine, autour de 3%. Et puis les tarifs sont un peu justes, peut-être, la cerise sur le gâteau. Ils disent que les attentes sont encore plus faibles qu'elles ne l'étaient dans les années 1970. Ça a du sens? Écoutez, nous n'allons pas retourner. Dans les années 1970, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que les banques ne jouent pas le jeu. Nous ne voyons tout simplement pas la création de monnaie M2. Il faudrait voir M2 augmenter très très rapidement pour avoir une répétition des années 1970. Maintenant, nous pourrions avoir une répétition des années 1940, mais c'était des dynamiques très différentes qui ont augmenté l'inflation ou les prix à la consommation. Et c'est pourquoi nous avons vu ces énormes pics puis les grosses chutes où les années 1970, c'était un véritable grand 8. Et rien ne monte en ligne droite, mais c'était plutôt comme ça. Et pour avoir cette inflation soutenue des prix à la consommation qui augmente de plus en plus, même avec des périodes de désinflation, il faut que les banques créent plus d'unités monétaires. Il doit y avoir plus d'unités monétaires à la recherche de biens et de services. Et ça ne peut pas être juste par le biais du gouvernement, vous savez, ou de la Fed qui fait du QE, ce qui augmente M2. À mon avis, mais il faut que le système bancaire joue le jeu. C'est du moins ce que l'histoire nous dit. C'est pourquoi je pense que la probabilité que les années 1970 se reproduisent dans les années 2020 est très faible, même si je pense que cette décennie sera globalement inflationniste. Cela signifie qu'à la fin, disons en 2030, les prix seront encore beaucoup plus élevés qu'en 2020, mais cela ne veut pas dire que c'est comme dans les années 1970. C'était très, très différent dans les années 1940 par rapport aux années 1970. Pour passer à travers ça année par année, même si l'augmentation globale des prix du début à la fin était similaire, l'indice des attentes globales des consommateurs de l'université est tombé à un niveau bas de 6 mois. Vous voyez, ça ne colle tout simplement pas avec les chiffres de l'emploi. Ça ne colle pas avec l'enquête auprès des établissements, plus cohérent avec l'enquête auprès des ménages. On revient ici, donc, un niveau bas mensuel de 70,2. Comme la moitié des répondants l'ont dit, ils s'attendent à ce que le taux de chômage augmente. D'accord? Je veux dire, ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Mais il faut juste ajouter ce point de données aux autres que nous avons. Et encore, une fois, vous n'allez jamais avoir 100% de haussier ou 100% de baissier. Il faut juste utiliser cette balance et déterminer les probabilités en fonction de si les données penchent du côté négatif ou du côté positif en termes de solde net. La baisse du mois était concentrée parmi les républicains et les indépendants politiques. Vous voyez, ce que ça me dit, c'est qu'ils étaient super, super excités à propos de Trump le mois dernier. Et puis, ils se sont un peu réveillés et ils se sont dit, oh, en fait, revenons à la réalité. Et la réalité, c'est que le marché de l'emploi n'est pas si génial. Et la réalité, c'est que les fondamentaux sous-jacents de l'économie puent. C'est un peu comme ça, cette phase de lune de miel avec Trump et cette sorte d'euphorie décline rapidement. D'accord, je pense que ça va suffire. Ce que j'aimerais souligner pour vous, et je suis sûr que vous allez être super excités à ce sujet, et nous en avons discuté hier, c'est que Rick Rule va être à Rebel Capitalist Live. Il va être là. Vous pouvez le rencontrer en personne. Il va faire une présentation. Il va vous parler de matières premières comme l'or, l'uranium, l'argent. En fait, une petite histoire. Quand j'étais à la Nouvelle-Orléans il y a environ un mois, en parlant à la conférence d'investissement de la Nouvelle-Orléans, j'ai dîné avec mon bon pote Rick Rule et je lui ai parlé de la mine d'or que j'ai visitée aujourd'hui au milieu de la Colombie. C'est dans un endroit appelé Marmato, cette montagne où ils extraient de l'or depuis 400 ans. Vraiment, vraiment cool. Et c'est la deuxième fois que j'y vais. Eric a dit, oh ouais, j'ai été à Marmato de nombreuses, nombreuses fois. J'ai commencé à y aller il y a 20 ou 30 ans. Et je peux vous assurer que Marmato n'était pas un endroit où vous vouliez aller il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est génial, fantastique. Il y a 20 ans, pas tant que ça. Mais c'était vraiment génial de voir qu'il avait une tonne d'expérience. Et vous, ceux qui ne connaissent pas Rick Rule, regardez, c'est le grand maître des grands maîtres, lui et Doug Casey, quand il s'agit d'investir. Dans ces petites mines, dans les actions de matières premières en général, cela s'appliquerait à l'uranium, au pétrole, à l'argent.
Platine. Donc, si vous n'avez pas encore vos billets pour Rebel Capitalist Live, vous devez le faire dès que possible. Parce que sur ma liste de surveillance, la première chose que je veux acheter à bas prix, si nous avons une récession, ce sont les actions de matières premières